Imaginez, 6 camions blindés filent sous la lune, chargés de lingots d'or fraîchement extraits de la terre du Burkina Faso. À l'intérieur, 23 tonnes d'or, prêtes à quitter l'Afrique pour la Suisse. Un scénario si familier qu'il ne surprend plus personne dans les couloirs du pouvoir ou les rues poussiéreuses d'Ouagadougou. Mais cette nuit-là, tout bascule. Ce qui n'aurait dû être qu'un transport de routine s'apprête à faire entrer le pays dans l'histoire. Le jeune capitaine Sao Adogo, figure montante de l'armée burkinabé, bloque le convoi à un checkpoint, à seulement 15 km de la capitale. Les chauffeurs, confiants, voient déjà la procédure comme une formalité. Mais Adogo, lui, déclenche un protocole jamais vu, Sinkofa. Ce nom, inconnu même des vétérans de la sécurité, deviendra bientôt synonyme de courage et de rupture. Des soldats émergent de l'ombre, encerclant les camions. Il ne s'agit plus d'un simple contrôle administratif, mais d'une opération de saisie pure et simple. Pour la première fois, l'État burkinabé met la main sur l'or censé quitter le pays, alors que ses hôpitaux et ses écoles s'effritent depuis des décennies, faute de moyens. Cette nuit, le sol burkinabé refuse de laisser partir sa richesse. En quelques heures, ce trésor, destiné aux coffres suisses et aux comptes offshore, reste sur la terre qu'il a vu naître. Un acte qui fracture des décennies de pillage organisé, où la richesse nationale filait sans retour, laissant derrière elle des villages appauvris, des routes effondrées et des rêves brisés. Le Burkina Faso joue alors son avenir sur un coup de dé, réputation, stabilité, colère des puissances étrangères. Mais derrière ce risque, une chance unique, reprendre le contrôle, briser le cycle de dépendance et rêver d'un futur décidé par et pour les Burkinabés. Un scénario qui rappelle, par sa portée, la nationalisation du pétrole par l'Algérie en 1972 ou plus récemment, la reprise du cobalt en République démocratique du Congo. Mais ici, c'est l'or qui cristallise toutes les tensions. Comment ce pays longtemps résigné a-t-il trouvé la force de dire non? Quelles tensions, quelles promesses ont rendu possible ce geste radical? Pour comprendre ce séisme, il faut revenir en arrière, explorer comment le système s'est mis en place et ce qui l'a fait vaciller. Derrière chaque lingot, il y a des décennies de contrats inégaux et de complicités tues. Au Burkina Faso, l'or n'a jamais appartenu à ceux qui le sortèrent de la terre, ni à ceux qui veillaient sur les mines. Pendant des années, des entreprises étrangères, surtout canadiennes et australiennes, ont gardé la mainmise sur l'essentiel du métal précieux. Ce schéma n'est pas unique. On le retrouve en Amérique latine, où des compagnies minières étrangères ont longtemps dicté leurs lois, du Pérou au Chili, privant les populations locales de leur juste part. Les accords signés par les anciens gouvernements étaient biaisés dès le départ. À peine quelques maigres pourcentages revenaient à l'État burkinabé. Pour chaque centaine de kilos d'or exportés, moins de 8 kilos profitaient réellement au peuple. Le reste disparaissait dans des comptes offshore vers des actionnaires à Toronto, Londres ou Perth, tandis que la misère persistait ici. À titre de comparaison, au Nigeria, dans les années 80, moins de 10% des revenus pétroliers revenaient à l'État, le reste étant capté par les majors internationales. Dans les hôpitaux, les médicaments manquaient cruellement. Dans les écoles rurales, les enfants se partageaient les rares livres disponibles, parfois à 5 ou 6 autour d'un seul manuel. Les campagnes s'enfonçaient dans la pauvreté, pendant que les profits de l'or s'envolaient à chaque vol international, escortés dans des caisses anonymes. Des situations similaires ont été observées au Ghana, où l'exportation de l'or n'a pas suffi à financer durablement l'éducation ou la santé. Ce système n'était pas une simple coïncidence ou le fruit de l'incompétence. Il reposait sur des réseaux de corruption bien rodés, pots de vin aux ministres, séjours et bourses pour leurs enfants à l'étranger, audits enterrés, journalistes réduits au silence. Ceux qui devaient protéger les intérêts du pays étaient souvent les premiers à les sacrifier. Un ancien ministre, resté anonyme, a confié « On nous donnait des postes, des voitures, mais on ne voulait jamais que nous posions de questions sur les contrats miniers. » Ce n'était pas une anomalie. C'était une machine minutieusement conçue pour enrichir des intérêts étrangers, jamais pour servir le Burkina Faso. Ce n'est pas seulement une question de milliards envolés, mais de dignité nationale
et de confiance collective. Tant que rien ne change, la terre continuera de donner son or sans nourrir ses enfants. En Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid a permis de reprendre le contrôle sur les mines, mais le chemin vers la redistribution reste long. Mais une brèche est en train de s'ouvrir dans cette forteresse d'injustice. Un nouveau chapitre s'annonce, où le courage et la volonté politique pourraient tout changer. Et si impossible n'était qu'un mot d'arme, brandi par ceux qui profitent. Au Burkina Faso, ce terme devient provocation. Ici, il n'est plus question de résignation. Quand Ibrahim Traoré prend les rênes du pays, il ne promet pas un simple changement. Il le fait vivre. Sa vision est limpide. Le Burkina Faso doit reprendre la main sur ses trésors, sans reculer, sans céder. Traoré, jeune leader charismatique, s'inspire des figures africaines comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba, qui ont tenté, parfois au péril de leur vie, de redonner leur souveraineté à leur peuple. Dès ses débuts, les décisions sont sans appel. Fini l'exportation massive de minerais bruts. Désormais, chaque gramme doit être transformé sur place, créant emplois et compétences pour les Burkinabés. Les compagnies minières, qu'elles soient locales ou étrangères, subissent de véritables audits, environnementaux et sociaux. Plus de simulacres. Cette stratégie rappelle celle du Botswana, qui a su imposer la taille locale des diamants grâce à une politique ferme et transparente. Les grandes sociétés s'insurgent. Elles brandissent leurs menaces, prédisent ruine et exode des capitaux. Le refrain est connu. Sans elles, point de salut, point d'avenir. Ce discours alarmiste rappelle celui tenu par les compagnies pétrolières en Équateur, qui annonçaient la catastrophe après l'instauration de nouvelles taxes sur le pétrole. Pourtant, le pays a pu diversifier son économie grâce à ces recettes nouvelles. Traoré ne flanche pas. Face aux multinationales, il tranche. Partez, nous gérerons nos mines nous-mêmes. Un nouveau mastodonte voit le jour, une compagnie minière d'État. Elle embauche d'abord les ingénieurs et techniciens burkinabés, longtemps sous-estimés ou mal payés par les anciens patrons étrangers. Pour la première fois, des jeunes diplômés, formés dans les universités de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso, ont la possibilité de mettre leur savoir au service de leur pays. La rupture est nette. Le pays installe caméras, traceurs GPS, auditeurs indépendants sur chaque site minier. Plus de failles, plus de passe-droit. Chaque gramme d'or est surveillé, contrôlé, déclaré. Des commissions mixtes, composées de représentants de la société civile, de syndicalistes et de membres du gouvernement, sont créées pour surveiller l'ensemble du processus. Les premiers résultats tombent comme un coup près. Un audit révèle qu'en 3 ans, plus de 500 tonnes d'or ont disparu. Volées, dissoutes hors des comptes nationaux, envolées vers des paradis fiscaux. Le scandale éclate au grand jour. Le peuple découvre l'ampleur du pillage. Traoré s'adresse à la nation. On ne nous vole pas seulement de l'or. On dérobe notre dignité, notre avenir, la santé de nos enfants, la force de notre pays. La rue répond massivement. Sur les réseaux, dans les écoles, la souveraineté devient le mot d'ordre. On réclame justice, réparation, contrôle. Les étudiants organisent des débats publics sur la gestion des ressources naturelles. Des associations citoyennes collectent des signatures pour exiger la publication intégrale des contrats miniers. Mais la secousse ne s'arrête pas aux frontières. Les agences de notation dégradent la note du pays. Les financements se font rares. Dans les médias occidentaux, on annonce le chaos, l'incompétence, la folie. Pourtant, ailleurs sur le continent, on observe. Ministres, syndicalistes, étudiants du Niger, du Mali, du Tchad, suivent chaque pas du Burkina Faso. Une question germe. Pourquoi pas nous? Le risque est gigantesque. Le Burkina Faso affronte la colère des marchés, l'isolement diplomatique, la fuite des investissements. Mais il s'offre aussi une chance unique, transformer une malédiction ancienne en moteur d'espoir. C'est un pari comparable à celui tenté par le Venezuela lorsqu'il a nationalisé ses ressources pétrolières, ou par la Bolivie sous Evo Morales, qui a repris le contrôle du gaz. Mais la route n'est pas tracée d'avance. Pour tenir tête, il faudra plus que du courage.
une nouvelle alliance entre l'État et son peuple, prête à affronter les tempêtes. Concrètement, cela implique la mise en place de comités locaux de vigilance, la formation de cadres administratifs intègres et la coopération avec des experts internationaux pour éviter les erreurs des pays ayant échoué dans leur transition. Quand la dignité nationale exige du sang, plus seulement de l'argent, tout bascule. Au Burkina Faso, la guerre pour l'or franchit un point de non-retour. Tout commence par la nationalisation fulgurante de la plus grande mine du pays, après une série de morts tragiques dont les dirigeants étrangers refusent d'assumer la responsabilité. Les familles endeuillées réclament justice. Les entreprises, elles, menacent de tout arrêter plutôt que d'investir dans la sécurité des ouvriers burkinabés. Le gouvernement riposte. Il gèle tous les avoirs des sociétés concernées, lance des poursuites contre leurs dirigeants. Mais la production ne s'arrête pas. L'État prend le contrôle total, pendant que les cadres étrangers quittent le pays en silence. Désormais, les ouvriers restent à leur poste, protégés par l'armée. Le message est implacable, respectez nos vies ou quittez notre sol. À Londres, à Toronto, c'est la panique. Les marchés s'effondrent, les investisseurs hurlent au vol. Les médias occidentaux orchestrent une campagne féroce, parlant de putsch économique et de chaos. On prédit la ruine du secteur aurifère, l'isolement international. Mais Ibrahim Traoré ne recule pas. Il joue son destin sur le soutien populaire, misant sur la patience d'un peuple prêt à traverser la tempête pour récupérer ses richesses. L'État instaure une transparence inédite. Chaque franc issu de l'or est publié en ligne, accessible à tous. Les premiers milliards récupérés ne disparaissent plus dans l'opacité. Ils financent directement des hôpitaux, des écoles, des routes. Les Burkinabés voient, souvent pour la première fois, à quoi sert réellement l'or de leur sous-sol. À titre d'exemple, l'hôpital régional de Tenkodogo a pu ouvrir un nouveau service de pédiatrie, financé entièrement par les recettes minières. Face à cette fermeté, même les géants miniers étrangers reviennent négocier. Mais les règles ont changé. Désormais, exploiter l'or burkinabé se fait à des conditions équitables, sous peine de nationalisation immédiate. Les multinationales cèdent, signent de nouveaux contrats, acceptent de reverser leur part légitime. L'État encaisse des recettes records, même si la quantité d'or extraite diminue légèrement. C'est la qualité de la redistribution qui devient la priorité. Mais chaque victoire a son prix. Très vite, la riposte devient brutale. Des attaques djihadistes coordonnées frappent plusieurs sites miniers, cherchant à semer la peur et à saboter la production. Pour la première fois, le contrôle des ressources devient une question de vie ou de mort, pour la nation comme pour ses dirigeants. Ce climat rappelle la situation du Nigeria dans le delta du Niger, où des groupes armés attaquaient régulièrement les installations pétrolières pour dénoncer l'injustice de la répartition des richesses. Le gouvernement répond avec fermeté. Militarisation des sites stratégiques, alliance renforcée avec la Russie pour sécuriser l'or, communication directe et transparente avec la population. Plus de secrets, plus de compromis. La société burkinabé s'endurcit sous la pression. Unité, détermination, goût du sacrifice. Mais surtout, la certitude d'avoir, enfin, repris son destin en main. Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans tout le pays pour expliquer les enjeux et encourager la vigilance citoyenne. Mais jusqu'où peut-on aller pour défendre une souveraineté aussi chèrement acquise? Et à quel prix, pour les Burkinabés ordinaires? Et si l'exemple burkinabé réinventait les règles pour tout un continent? Depuis que le Burkina Faso a repris le contrôle de son or, il ne s'est pas contenté d'inverser la tendance. Il a bâti les bases d'un modèle inédit que d'autres pays observent avec attention. Au Sénégal, au Mali, des délégations viennent étudier la réforme burkinabé pour s'en inspirer. Des ONG internationales s'intéressent à ce modèle de transparence et de redistribution. Les changements se voient désormais sur le terrain. En moins de 2 années, des dizaines de cliniques ouvrent enfin leurs portes là où il n'y avait rien. L'accès aux soins s'améliore, jusque dans les hameaux oubliés. Des médecins burkinabés expatriés reviennent travailler au pays, attirés par de meilleures conditions et la fierté de servir leur peuple. Des centaines d'écoles sortent de terre dans les villages. Les enfants découvrent des salles équipées, des enseignants formés
et l'espoir d'un avenir différent. L'eau, autrefois rare, jaillit désormais de centaines de puits nouveaux, creusés grâce aux fonds récupérés. Des campagnes d'alphabétisation sont lancées, permettant à des milliers d'adultes de retrouver le chemin de l'école. Pour dissiper tout doute, le gouvernement a verrouillé la transparence. Les dépenses, les budgets, chaque projet sont contrôlés par des cabinets indépendants internationaux. Les résultats sont publics, vérifiés et accessibles à tous. Un portail en ligne permet de suivre chaque franc investi, chaque chantier lancé, chaque embauche réalisée. Afin de protéger les richesses sur le long terme, un fonds souverain a été mis en place et confié à des experts nationaux. Leur mission ? Investir intelligemment, protéger l'avenir au-delà des cycles politiques et garantir que les bénéfices ne disparaissent plus jamais dans des poches privées. Ce fonds finance aussi des bourses universitaires, des projets agricoles et des start-up technologiques. Le pouvoir sur la richesse du pays ne dépend plus d'un convoi ni d'un gouvernement. Désormais, elle appartient à la nation, pour les générations à venir. Dans les villages, des assemblées populaires décident de l'affectation des budgets, selon les besoins locaux. Cette participation directe renforce la cohésion sociale et l'engagement citoyen. Mais cette révolution ne s'arrête pas aux frontières. Face à la nouvelle donne, les partenaires étrangers ajustent leur posture. La Chine propose des accords inédits, investissements massifs, mais selon des conditions transparentes, forçant l'Occident à revoir ses propres méthodes longtemps opaques. Des consortiums sud-africains s'intéressent à des partenariats sur la base du transfert de technologies. Plus question de contrats iniques. Les règles sont claires. La majorité des parts reste burkinabé. Le transfert de technologie devient une obligation vérifiable et le respect des normes sociales ou environnementales est imposé. Des comités de suivi, indépendants, veillent à la stricte application des engagements pris. La transparence est devenue une arme puissante. Le gouvernement publie chaque contrat, chaque dépense, chaque réalisation. Ce choix radical réduit la corruption, prévient les détournements et redonne confiance à un peuple trop longtemps trahi. Des plateformes citoyennes permettent de signaler tout abus ou toute irrégularité. Le changement est aussi psychologique. Pour la première fois, la population se sent véritablement propriétaire de ses richesses. La fierté renaît, portée par la certitude que l'or du Burkina sert enfin les enfants du Burkina. À Bobo-Dioulasso, une association de femmes a ouvert une coopérative artisanale financée par les recettes minières, donnant du travail à plus de 200 personnes. Ce sentiment collectif d'appartenance bouleverse les mentalités, des villages jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Même les dirigeants miniers l'admettent, l'ancien modèle touche à sa fin. Désormais, dignité et équité ne sont plus des slogans, mais des exigences imposées par la société. Refuser de s'y plier, c'est quitter la table. Pour rester, il faut accepter de jouer selon les nouvelles règles. Mais rien n'est totalement gagné. Le risque de voir ressurgir les vieux démons, corruption, inefficacité ou retour de l'influence étrangère, demeure. Pourtant, l'enjeu n'a jamais été aussi grand. Transformer une malédiction en exemple historique, où la richesse du sous-sol profite enfin à ceux qui vivent dessus. Pour cela, des formations sont organisées pour renforcer l'intégrité des fonctionnaires et des campagnes régulières de sensibilisation rappellent l'importance de la vigilance citoyenne. Pourtant, chaque avancée est scrutée, contestée, menacée. L'équilibre reste fragile. Il suffit d'un faux pas pour que tout s'effondre. Mais le pays se dote d'outils pour prévenir les dérives. Audits réguliers, enquêtes publiques, sanctions rapides en cas de corruption prouvée. Et si le plus grand trésor du Burkina Faso n'était pas l'or, mais la force de choisir son propre destin? Ce qui s'est joué ce matin-là, sur une route couverte de poussière, allait bien au-delà de la saisie de quelques lingots. C'était la reconquête d'un droit fondamental, celui de décider ce qu'il advient de ses richesses, de son avenir. Là où tant avaient accepté la résignation, certains ont choisi la dignité. Là où la peur et l'emprise des puissants paralysaient, une poignée a préféré l'audace, la transparence, la vigilance. On a longtemps voulu faire croire au Burkina Faso et à toute l'Afrique que le pillage était une fatalité.
Que les contrats opaques, les profits envolés vers l'étranger, étaient une norme indiscutable. Mais ce matin-là a prouvé que rien n'est figé. Même face à des multinationales, à des pressions venues de Londres, de Toronto ou de Genève, un peuple uni et des dirigeants déterminés peuvent renverser la table. Le vrai enjeu, au-delà de l'or, c'est la possibilité d'écrire l'histoire soi-même. Refuser d'être réduit au silence, condamné à subir les règles imposées par d'autres. Oser demander des comptes, réclamer la justice, affirmer que le destin national appartient à ceux qui vivent et travaillent à cette terre. Ce choix, d'autres peuples l'ont fait. L'Islande, après la crise bancaire de 2008, a choisi de réécrire sa constitution par une consultation populaire. Il aurait été plus facile de céder, de laisser filer ses lingots vers la Suisse, de perpétuer cette routine où les bénéfices s'envolent et où le peuple ne recueille que des miettes. Mais le courage a été choisi. La lutte plutôt que la soumission. La dignité plutôt que la compromission. Ce choix n'est jamais sans conséquences. Il expose à l'isolement, aux diffamations, aux représailles économiques. Mais il ouvre aussi la porte à l'espoir. Ce qui a été lancé n'est pas une simple confrontation. C'est la preuve que l'ordre établi n'est pas une fatalité. Que la malédiction des ressources peut devenir bénédiction, dès lors que la souveraineté, la transparence et la volonté politique prennent le dessus. Pour aller plus loin, le Burkina Faso encourage la coopération Sud-Sud, partageant son expérience avec d'autres nations africaines en quête d'émancipation. La leçon, universelle, c'est qu'aucun peuple n'est condamné à voir ses richesses lui échapper. Reprendre le contrôle est possible. Cela demande du courage, oui. Surtout, cela exige de refuser le fatalisme et de croire en sa capacité à transformer la réalité. Ce choix, chacun peut le faire, à son niveau, dans sa communauté ou son pays. Des ateliers de sensibilisation sont organisés, invitant chaque citoyen à devenir acteur de la gouvernance locale. Et si l'exemple du Burkina Faso nous invitait à repenser ce que nous croyons possible? Et si la vraie richesse, c'était d'écrire ensemble une nouvelle page d'histoire? Le chemin est encore long, mais désormais, il appartient aux Burkinabés de le tracer, pas à pas, avec l'or de leur courage et la lumière de leur dignité retrouvée.